Cet après-midi, donc moi je suis Eric Vaissé, je suis le directeur de Wilco, qui est l'accélérateur de start-up tech de la région Île-de-France. Et cet après-midi, pour échanger avec vous, donc nous aurons deux entrepreneurs, enfin nous avons deux entrepreneurs, Pierre, Cédric et Patrick, qui lui est spécialiste du financement des startups. Donc on va passer tout de suite aux présentations. Peut-être en commençant par Pierre, si tu veux bien nous dire qui est Vestalis. Eh bien, avec plaisir. Donc, je me présente, je m'appelle Pierre, j'ai cofondé Vestalis et je dirige Vestalis depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez nous très rapidement? En fait, on est des experts de l'ameublement pour notamment les propriétaires. Donc, on va être capable de meubler des appartements en une journée très rapidement avec une vraie logique d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on récupère les meubles, on les réinstalle, essayer de circulariser le mobilier, chose qui aujourd'hui se fait pas du tout. Et donc, on a créé Vestalis il y a 2 ans et demi. Pour vous donner quelques idées, la première année, moi, j'ai fait le tour de France en camion en meublant une dizaine, un appartement tous les mois où on montait tous les meubles. Aujourd'hui, maintenant, on meuble 2-3 appartements par jour. Donc, c'est un beau développement. On a ouvert une zone logistique 2000 m² à Pantin. On est une dizaine de personnes aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, c'est un modèle serviciel. C'est un modèle qu'on peut dire serviciel, tout à fait. On est vraiment, mais on reste avec une vraie économie industrielle. En fait, nous, ce qui nous amuse aujourd'hui, c'est de vouloir industrialiser l'ameublement. Là où aujourd'hui, l'ameublement est quelque chose de très artisanal, et je pense que chacun ici le connaît, on va acheter ses meubles chez Ikea ou que sais-je, et après on va les monter soi-même, ça va être très encore artisanal. Et même dans le monde professionnel, en fait, c'est encore très artisanal. On va essayer d'apporter une logique industrielle. Donc, on apporte du service à nos clients parce qu'on pense que le meuble, c'est avant tout là pour rendre service. Pour s'asseoir dessus, par exemple. Et en fait, on va avoir quand même une vraie approche industrielle. On fait croire qu'on fait du service, mais 90% chez nous des gens font des opérations. Et donc, tu as levé des fonds? Tout à fait. On a levé 2 fois, en fait, dans l'histoire de la boîte. On y reviendra, mais on a mis, entre guillemets, on a essayé de lancer la boîte avec pas grand-chose au tout début. Au bout d'1 an, quand on a commencé à avoir de la traction client, on a pu le faire une premier tour auprès de Business Angel. Alors tout ça, on va pouvoir en parler. Je pense que Patrick en dira bien mieux que moi là-dessus. Ce qui nous a permis de pouvoir développer la société pendant 1 an. Et là, on a fait une deuxième levée de fonds de 2 millions d'euros, de 2,5 millions d'euros, donc sur un total maintenant à peu près 3 millions d'euros de financement. Là, il y a 6 mois pour dire. Ok, merci Pierre. Cédric, toi, tu as quitté depuis Comitéo, mais que tu avais fondé et commencé à développer. Oui, tout à fait. Bonjour à cette tous. histoire. Alors oui, bonjour à tous, moi c'est Cédric Leblanc. Oui, en effet, on m'a mis ex-CEO de Comitéo, qui est la vérité. C'est une société que j'avais créée il y a une dizaine d'années, que j'avais créée depuis rien en fait, en démarrant d'une feuille blanche, et que j'ai revendue quelques années plus tard, après avoir fait 3 tours de financement qui nous avaient permis, on en reparlera sans doute, de bien développer la société et puis de monter jusqu'à 150 personnes, ce qui est une chose assez intéressante en termes de métriques, mais qui n'est peut-être pas la plus intéressante. Enfin, disons qu'il y avait une vraie société industrielle qu'on a créée, qu'on a revendue et ensuite qui a été fusionnée, donc que j'ai quitté ces derniers temps. Et là, je suis sur un nouveau projet, donc je suis ce qu'on peut appeler un multi-entrepreneur, puisque j'ai un deuxième projet qui est en passe d'être financé. Donc en tout, j'aurais vécu 4 tours de financement. Donc c'est pour ça que je peux être là pour en témoigner humblement et dire quelques phrases là-dessus. Merci beaucoup Cédric. Donc Patrick, toi, si on peut dire de l'autre côté, tu es côté accompagnement des startups. Et donc c'est quoi ton métier pour aider les startups à lever des fonds? Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Patrick et je travaille dans l'accélérateur Wilco. Et l'idée, encore une fois, ça fait un an et demi que je le fais et que j'exerce, c'est d'accompagner des startups comme Pierre ici, sur sa levée de fonds, mais aussi sur ses opérations de financement. Et l'idée, encore une fois, c'est que je serai de conseil pour qu'il soit assez structuré, pour qu'il aille devant des investisseurs, des financeurs, que ce soit bancaires ou BPI France ou autres financeurs. Voilà. Merci Patrick. Alors avant qu'on rentre directement dans le sujet, puisqu'on va aborder ce sujet de la levée de fonds des 2 facettes, à savoir d'abord de quoi on parle quand on parle de levée de fonds, et ensuite on verra le comment on lève des fonds, c'est-à-dire comment on maximise finalement ses chances pour lever des fonds. Mais avant, je vais essayer de vous donner quand même quelques éléments de contexte qui nous paraissent importants. C'est que, alors chez Wilco, donc Patrick travaille avec moi chez Wilco, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, on accélère des startups qu'on appelle technologiques, c'est-à-dire des startups qui peuvent être avec des assets technologiques relativement légers, un CMS open source ou
un peu plus profonds, comme des SaaS B2B, ou encore plus profonds, comme des biotech ou des medtech. Donc notre job, effectivement, c'est d'essayer d'amener ces startups à se développer le plus rapidement possible. Et donc, depuis 10 ans, on intègre une centaine de startups par an, donc dans tous ces domaines, donc une très grande variété de startups qui ont toutes ce point commun d'être un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie technologique, je dirais. Et donc, ça veut dire que ce sont des startups avec à la fois des intensités de R&D technologiques relativement différentes, je dirais un arc-en-ciel de technologie, en termes de profondeur technologique, donc de profondeur de R&D, donc de besoin de financement. Et également, on les accueille des stades de maturité un peu différentes. Et bien évidemment, plus elles sont profondes technologiquement, plus on a tendance à les accompagner avant, je dirais, un peu plus early stage, je dirais. Parce que c'est compliqué, effectivement, de faire ces premiers pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que 100 startups qui rentrent chaque année chez Wilco, et 100 startups qui lèvent des fonds chaque année chez Wilco. Donc ça paraît assez incroyable, mais ce chiffre, il cache d'autres choses, à savoir que d'abord, les startups peuvent lever plusieurs fois des fonds. Mais l'an dernier, par exemple, on a eu 108 levées de fonds, donc 108 opérations de levée de fonds, qui ont totalisé 600 millions d'euros de levée de fonds. Donc là, je vous parle des startups en cours d'accélération chez Wilco, pas celles qui sont passées comme il y a quelques années, comme Blablacar, Dataiku, etc. On parle réellement des boîtes qui sont en cours d'accélération chez Wilco. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que précisément, le sujet qu'on aborde aujourd'hui dans cette table ronde, il témoigne de ça, c'est-à-dire il illustre parfaitement le fait que les levées de fonds aujourd'hui, en tout cas pour les startups franciliennes, parce que la réalité est peut-être un peu plus contrastée dans les régions françaises, les levées de fonds, c'est bien la manifestation que aujourd'hui, le financement d'une start-up, il peut, et il se fait aujourd'hui de façon très massive en Ile-de-France, par ces fameuses levées de fonds dont on va parler tout à l'heure. Et donc, ces levées de fonds, elles servent à quoi? Très schématiquement, pour les start-up les moins tech, aller très vite sur le marché, à développer son business et à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est un peu aussi notre mantra, c'est-à-dire qu'on pousse beaucoup, nous les entrepreneurs, à aller chercher la croissance, le premier 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, si possible en 3 ans. C'est assez sportif, 3 ans, c'est 600 jours ouvrables. Donc quand vous partez de zéro, il ne faut pas mollir, il ne faut pas faire 15 pivots si vous voulez chercher le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais pour les startups les plus deep tech, donc les medtech dont je parlais tout à l'heure, ou les biotech, ou le taxi volant, Ascendance, qui est passé chez Wilco aussi, là, le sujet, ce n'est pas du tout de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, parce que compte tenu de la profondeur technologique, il faut d'abord passer des milestones pour un jour avoir un avion et un jour voler. Donc ça veut dire que là, nous, notre job, c'est plutôt d'accompagner ces boîtes à avoir les bons métriques pour de nouveau lever des fonds. On y revient. Donc c'est bien le sujet de l'après-midi. On va rentrer maintenant avec Patrick de nouveau sur concrètement c'est quoi une levée de fonds, j'allais dire pourquoi on lève et comment on peut lever. Et donc je laisse la parole à Patrick qui va vous présenter tout ça. Dans un premier temps, il faut définir de ce qu'on parle quand on parle de levée de fonds. Et on aura 2 types d'opérations. On parlera d'abord d'opérations dites dilutives et non dilutives. Et quand on parle d'opérations dilutives, c'est qu'on échange de l'argent contre du capital. Et là, c'est à ce moment-là qu'on fait entrer des investisseurs. Donc on fera une augmentation de capital où ces investisseurs échangeront de l'argent contre du capital. Et à cet instant-là, eux, ils auront du capital de la société, du pourcentage de la société, comme un gâteau. Ils prendront une part du gâteau. Et là, le gâteau sera partagé entre les investisseurs et les fondateurs de la société. En parallèle, on parlera d'opérations non dilutives, donc tout ce qui est subventions, prêts, avances remboursables, des opérations qui sont faites principalement par des secteurs bancaires et BPI France. Et l'idée, encore une fois, nous, on fera un focus principalement, puisqu'on parlera d'investissement, on parlera surtout sur l'opération dite dilutive. Donc là, comme vous l'avez vu à l'entrée, on parlera surtout de capital, et de capital investissement, pour être plus précis. Pardon. Et donc, effectivement, dans le non dilutif aussi, bien évidemment, je pense que vous le savez tous, mais la région a, je dirais, un portfolio d'aides qui répondent aux différents enjeux de vos développements, PME, Innoveup, etc. Donc, évidemment, l'idée qui est sous-tendue par tout ça, c'est je dirais, de faire un effet de levier sur le financement dilutif avec du non dilutif, bien évidemment. Je pense que Patrick vous en reparlera aussi tout à l'heure. Donc là, on parle effectivement des différents types de financement. Après, il y a effectivement les différents stades, je pense, Patrick. Tout à fait. Il y a différents stades au sein d'une société. Donc on parle de start-up. Donc une start-up, la définition d'une start-up, c'est une société innovante qui sera en hyper-croissance. Et pour ce faire, des investisseurs en capital risque ou en capital amorçage vont intervenir pour financer cette croissance. Et là, principalement, comme le modèle économique n'est pas encore validé et prouvé sur le marché, ces investisseurs prendront plus de risques, mais vont financer cette hypercroissance. Donc là, on parle des capital risques, à contrario du capital développement, qui sont des investisseurs qui interviendront à un stade beaucoup plus évolué de la société, où la société sera déjà rentable avec un modèle économique qui tournera déjà.
Et là, aujourd'hui, principalement, quand on parlera d'investissement dans les startups, on fera un focus sur le premier, qui est le capital risque. Alors effectivement, du coup, mais là je voudrais, pardon, on va inverser un peu les slides parce que je pense que c'est intéressant dans le prolongement de ce que tu viens de dire finalement il y a différents stades de développement et il y a aussi différents finalement possibilités de lever des fonds à ces différents stades. Alors justement sur le sujet, quand vous voyez à l'écran, à la création, il y a peu d'acteurs. Pourquoi il y a peu d'acteurs? Parce que tout simplement, ce stade-là est le stade le plus risqué pour un investisseur d'entrer au capital d'une société, parce qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas encore validés, que ce soit sur l'équipe, les spectres de compétences de l'équipe, que ce soit sur les éléments de marché, concurrence et l'aspect innovation. Parce qu'au tout début de l'aventure, le produit n'est pas encore finalisé. Il y a peut-être un MVP, donc un Minimal Viable Product, qui permet seulement de concevoir une première brique du produit qui va être commercialisée auprès des clients. Et c'est à ce stade-là que Pierre a parlé tout à l'heure, qu'il y a eu des business angels qui sont venus financer ce stade-là, qui permet de décoller, en tout cas, le premier pas de la société. Et ensuite, dans un second temps, quand la société a une traction commerciale, cette traction commerciale a été validée, là, c'est à ce moment-là que des investisseurs, comment dire, professionnels, institutionnels, comme des fonds de capital risque, ou des fonds de venture capital, vont intervenir. Et là, comme vous voyez à l'écran, les tickets sont complètement différents. Ils ont plus de fonds et plus d'argent pour déployer dans les sociétés. Et à ce moment-là, ils attendront beaucoup plus de choses en termes de retour sur investissement. Un business angel n'a pas forcément les mêmes attentes. Si vous avez tous regardé qui va être mon associé, eux, c'est des business angels. Et après, derrière, nous avons des fonds d'investissement VC ou capital risque qui vont avoir une approche complètement différente et vont attendre beaucoup plus de choses auprès des entrepreneurs au niveau du marché, au niveau de l'attraction, l'hypercroissance, etc., etc. Après, bien sûr, dans les différents stades qui viendront juste après, vous levez une fois, ça implique du coup que vous releverez certainement, parce qu'en fait, il y a différentes possibilités dans la chaîne de financement. Et à la fin, l'idée, c'est de proposer quand même une sortie aux investisseurs, que ce soit une introduction en bourse, un rachat par un acquéreur ou le rachat par les fondateurs via différentes opérations qui existent aujourd'hui, qui permettraient de sortir les investisseurs et de garder le contrôle de la société. Donc là, vous voyez en haut, j'ai mis capital développement et capital transmission. Mais l'idée, c'est de vous faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas seulement que l'IPO ou que le possible rachat par un acquéreur pour que les investisseurs sortent. Donc il y a différentes possibilités. L'idée, encore une fois, c'est que là, vous avez plutôt le chemin qui dessine l'aventure d'une startup. Généralement, ça dure 10 ans. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous pouvez être prêt à rester 10 ans dans la société. Et du coup, c'est ça aussi que c'est un gros test pour les entrepreneurs, c'est que les investisseurs attendent beaucoup sur ces aspects-là. Et la vision doit être traduite au moins sur une durée minimum de 10 ans. Alors juste peut-être pour compléter un peu, donc nous, Wilco, comme d'autres opérateurs en Ile-de-France, quand vous démarrez votre société sur cette phase de création, et Pierre en a bénéficié par exemple, on fait des prêts aux entrepreneurs. Et donc Wilco, on met un ticket en gros de 100 à 120 000 euros par start-up en financement non dilutif, comme on a vu tout à l'heure, dans vraiment cette première phase qui est plutôt la phase de création ou d'amorçage. Donc vous avez un certain nombre de dispositifs comme ça qui existent par le réseau initiative, par le réseau entreprendre, plus ou moins spécialisés. Donc vous l'avez compris, notre spécialité c'est la startup tech. Donc nous on met des tickets de 100 000 sur les 100 startups qui rentrent chez Wilco et ça permet justement de faire ce premier tour de financement dans cette phase de création, on va dire pré-amorçage, où c'est là où c'est le plus compliqué effectivement de trouver du financement, y compris dilutif. Et c'est pour ça qu'avec le soutien de la région Île-de-France, on fait ça, mais au même titre que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des aides, PME, InnovUp, etc. Donc il faut vraiment regarder tous ces dispositifs qui sont en général assez focalisés sur le début du démarrage, enfin le démarrage de la boîte, où c'est objectivement là où c'est le plus compliqué de trouver des financements. Puisque comme l'a dit Patrick, dès que vous commencez à être en amorçage, voire en accélération, ça veut dire que la boîte, elle commence à être dérisquée. Donc il faut vraiment maximiser les financements publics au démarrage de la boîte. Alors maintenant, peut-être, pour donner un peu quand même la parole à nos deux entrepreneurs. Là, on vient de parler finalement de lever des fonds à différentes étapes, etc. etc. Mais peut-être la question que vous vous posez, c'est mais pourquoi je lèverais des fonds? Pourquoi on lève des fonds d'ailleurs? C'est une excellente question. Il faut peut-être aussi se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lever des fonds et pourquoi est-ce qu'on enlèverait? Et en fait, généralement, la réponse est qu'on a besoin de sous. Alors, pour une entreprise tech, généralement, le fait d'aller chercher de l'argent chez ses clients va être compliqué parce qu'il va déjà falloir avoir un produit à vendre.
Donc c'est souvent pour ça qu'on est un peu obligé d'avoir du financement. Mais je pense que la première question à se poser, c'est finalement, est-ce que je peux pas aller déjà prendre l'argent chez mes clients? Et ça, ce qui veut dire, est-ce que j'ai déjà quelque chose à leur vendre? Et ça, c'est en effet à chacun de répondre. Ça, le message, c'est la meilleure levée de fonds, c'est celle qui se fait chez les clients. Oui, l'argent... Elle est non dilutive. Voilà. Après, évidemment, souvent, on est amené en fait à lever des fonds pour généralement accélérer et commencer à écrire une histoire qui va être peut-être différente que si on ne levait pas des fonds. C'est-à-dire de pouvoir, par exemple, financer la création d'un produit ou améliorer finalement le produit qu'on a déjà commencé à vendre en pensant qu'un apport de cash assez conséquent pourrait nous permettre de financer peut-être sur 3, 6 mois, 9 mois voilà, ce produit et qu'on puisse le vendre à plus cher, de plus nombreux clients et de façon un peu plus conséquente. Je pense qu'on va vraiment chercher des fonds pour, à mon sens en tout cas, accélérer et écrire une histoire qui serait peut-être un peu plus rapide que si on n'avait pas de fonds. Mais si tu reprends l'histoire de Comitéo, puisque tu as vécu toute l'histoire, y compris l'exit, Ouais, je pense si un tu peu à regardes ça avec le recul, tu te dis, est-ce que si je le refaisais, je referais pareil ou pas? Puisque tu as levé plusieurs fois dans Comitéo. Oui, on a levé 3 fois, oui. Et donc, Mais tu à le chaque referais fois, la en fait- même ou pas? Ah oui, je referais complètement la même chose. On a levé une première fois des fonds pour pouvoir améliorer notre produit et donc le vendre de façon peut-être plus rapide et à plus de clients et plus cher. Ensuite, on a fait un deuxième tour de financement parce qu'on voulait à nouveau quelque part mettre de l'argent sur ce produit et comme c'était un produit qui était une plateforme en fait digitale, on avait besoin de développeurs, enfin d'embaucher des gens, de faire travailler des gens et donc on avait besoin de ce cash et c'était quelque part un pari qu'on a fait, qu'on a réussi, puisqu'on a réussi à sortir, améliorer le produit, avoir quelque chose de plus moderne. Et une troisième fois, on avait besoin d'étendre finalement notre réseau de commercialisation à travers la France. Et de la même façon, on avait besoin d'un apport de cash pour pouvoir financer d'un coup, sur 6-8 mois, le déploiement de toute une équipe sur toute la France. Donc, et à chaque fois, les paris étaient gagnants. Donc il y avait un petit risque. On était accompagné à ce moment-là par des investisseurs qui croyaient au projet qu'on leur présentait. Et puis qu'il y avait aussi l'historique, puisque c'est ça aussi, on n'aura peut-être pas le temps de parler de tout, mais c'est ça aussi qui est important, c'est un peu la confiance mutuelle qui s'installe entre les investisseurs et les entrepreneurs pour à chaque fois qu'on lève des fonds, réussir à prouver que on emploie ces fonds pour faire ce qu'on a dit et puis finalement qu'il y ait une réussite. Donc voilà, donc oui, je le referai et je pense qu'après c'est à chacun aussi de bien réfléchir en amont ce qu'il a envie de faire avec on va dire dans cette histoire de financement, puisque quand on se met un petit peu dans ce mode de financement tel qu'il est décrit là tout à l'heure, c'est une aventure qui, comme vous le disiez, dure 10 ans. Donc c'est une espèce de, j'allais pas dire un engrenage, parce que ça pourrait être péjoratif, c'est pas du tout le cas, mais c'est un vrai choix. Voilà. Donc c'est pour ça que j'étais un peu taquin en disant que le meilleur argent qu'on puisse trouver, c'est celui des clients. Parfois on peut pas, mais ensuite on écrit une vraie histoire avec des investisseurs sur du moyen terme ou du long terme, justement, pour à chaque fois aller passer des stades de développement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a vécu. Merci Cédric. Toi, Pierre, alors, et toi? 2 ans et demi, une levée, 2 levées? Nous, on a levé, comme je le disais, 2 fois. On est un peu la caricature du schéma qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on a fait cette première levée de 250 000 euros auprès seulement de Business Angel, donc environ une dizaine de personnes. Donc ça vous dit en moyenne, quelqu'un met des tickets de 25 000 euros dans la boîte. Et ça nous a permis de développer pendant un an jusqu'au moment où on a pu montrer qu'on arrivait à avoir un modèle qui était rentable. Donc on a eu un exercice qui est en résultat net positif, donc une société qui se développe bien. Mais pourquoi est-ce que du coup nous on s'est levé des fonds? Parce que si on est une société rentable, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on veut lever des fonds? Parce qu'on veut accélérer et que notamment quand on est une boîte comme la nôtre avec une lourde composante opérationnelle, accélérer ça coûte. Je vous passe un petit peu certains détails, mais notre zone logistique initialement était dans un bâtiment abandonné qu'on sous-louait pour 500 balles par mois, 1000 mètres carrés, un parking souterrain dans un bâtiment qui maintenant est détruit. Et après, si on veut un peu professionnaliser, donner des bonnes conditions de travail aux gens qui commencent à rejoindre l'équipe, ça demande plus de financement, ça demande plus de sous. Et donc, du coup, il faut commencer à trouver, de l'argent pour financer ça. D'autre part, on a été une société apparemment qui a grandi. Donc, on a l'avantage au début de travailler, par exemple, avec des particuliers, des petites structures qui sont capables de payer très vite, par exemple. Mais on a commencé, pour nous, à bosser avec des acteurs publics qui sont très bons clients, mais qui sont souvent des clients qui payent un petit peu tard. Et quand on est une jeune structure et qu'on doit payer des salaires à la fin du mois et qu'on n'a pas de trésor de guerre, ça veut dire qu'on va avoir du BFR qui se crée, donc du besoin en fonds de roulement. Donc globalement, quand l'argent, je le récupère 3 mois plus tard, et les gens ne sont pas de mauvaise volonté, en général, c'est juste que les process sont longs, on commence à se créer du besoin de financement et il faut trouver une manière de faire tourner la boîte parce que la pire chose qu'on peut avoir, c'est arrêter de grandir.
et parce que finalement, on n'a pas le moyen de se financer notre croissance. Donc, on a justement voulu lever des fonds, parce qu'on voulait ne jamais limiter notre croissance, parce qu'on avait vraiment beaucoup de demandes clients et ça aurait été dommage de ne pas pouvoir la saisir et de dire non. On s'est battu comme des chiens pour jamais dire non à un projet client. Pour l'instant, on continue à y arriver. Et on a plein de raisons de ne pas, des fois, réussir à toujours satisfaire tout le monde, mais aujourd'hui, on est heureux d'y être toujours arrivé. Et également, du coup, pour pouvoir, je dirais, investir dans des vrais projets. Nous, on vit dans un monde, comme on disait, qui est encore très artisanal. Donc, ça veut dire que au début, toute la technologie de la boîte, un peu les systèmes d'information, les avait fabriqués nous-mêmes, un peu sur notre temps libre, les week-ends, etc. Si on veut être capable d'investir pour faire une vraie plateforme, alors nous, on gère des ameublements, donc une vraie plateforme d'ameublement, et ben, on a dû recruter une équipe tech. Et en fait, cet investissement dans une équipe tech, si on avait dû attendre que la boîte soit assez grande pour pouvoir se le permettre, on l'aurait fait peut-être dans 2-3 ans. Et là, du coup, on se dit, bah, si on lève des fonds maintenant, on est capable de recruter cette équipe maintenant et d'accélérer le ROI de tout ça et se dire, en fait, on va pouvoir aller plus vite, plus vite. Et je rajouterai juste quelque chose qui est un peu une anecdote sur ce point on parle des avantages, des contreparties. L'argent des investisseurs, c'est aussi l'argent qui coûte le plus cher. C'était nos premiers business angels qui nous l'avaient dit. Il faut toujours se rendre compte que quand on a des belles opérations, donc c'est-à-dire quand on revend sa boîte, j'en sais rien, mettons qu'on la revend 10 ou 100 millions d'euros, etc. plus tard, ben, si on a vendu 10% de sa boîte, ben, mine de rien, ça fait quand même des vraies grosses sommes qui sont qu'on ne touchera pas, etc. Donc c'était un de mes premiers investisseurs qui m'avait dit ça. Il m'a dit, n'oubliez jamais que vous diluez, c'est ce qui coûte le plus cher. Pas au début, c'est de l'argent qu'on ne voit pas partir, mais un jour ou l'autre, il ne faut jamais le négliger, c'est quand même de l'argent qui coûte cher. Alors sur ce sujet, justement, toi, tu n'en as pas beaucoup parlé, Cédric. C'est-à-dire comment tu as vécu avec tes investisseurs? Parce que souvent, la question qui peut se poser aussi, c'est, comme tu le dis un peu, Pierre, c'est est-ce que vraiment j'ai intérêt à ouvrir mon capital? Pour le moment, je maîtrise ma boîte. Demain, je vais donner des parts en échange d'argent, effectivement, mais donc je suis plus seul maître à bord, éventuellement. Est-ce qu'il faut que j'accepte de partager le pouvoir, la stratégie? Enfin, quelles incidences ça a eu ou pas pour vous sur, finalement, votre façon de diriger la boîte? C'est des relations ensuite qui se mettent en place petit à petit, qui sont très, très saines, parce que l'intérêt commun, c'est que la société se développe. Et donc, à chacun ensuite d'aller chercher, surtout à l'entrepreneur, d'aller chercher auprès des investisseurs du réseau, des conseils, enfin tout ce que peuvent amener les investisseurs, au-delà finalement de l'argent, qui fait partie de la chose importante aussi. Mais c'est ça. Donc nous, on a vécu, je pense, une histoire très, enfin voilà, tout à fait paisible, voilà. Et puis oui, et puis sereine, parce qu'en fait, du moment où on se cale entre les attentes, enfin, on cale bien, on va dire, les attentes des uns des autres, souvent en termes d'information, de reporting, puisqu'on a, évidemment, nous, on a accès à plein d'informations que les investisseurs n'ont pas, qu'ils ont envie d'avoir pour pouvoir suivre un peu tout ça. Si on sait piloter la boîte, qu'on montre qu'on sait le faire, ça se passe très bien. Et quand on a besoin à ce moment-là de financement nouveau, généralement, ça peut aller aussi assez vite. Et il ne faut pas hésiter surtout à s'appuyer sur les investisseurs qui, eux, sont en relation avec beaucoup plus de sociétés, enfin un réseau beaucoup plus important que l'entrepreneur, qui est souvent un petit peu concentré sur ses affaires, pour justement avoir des conseils qui sont souvent gratuits, donc il faut prendre, et puis et avec lequel surtout on imagine en fait la suite du financement, la suite la suite de la vie de l'entreprise en fait. Et ça c'est très riche. Je pense que ça valorise finalement l'entreprise complètement, parce que ça professionnalise aussi beaucoup, et même assez tôt dans le stade de développement, on est obligé de professionnaliser le reporting, la comptabilité, enfin des choses assez financières qui pourraient peut-être paraître un peu trop importante pour une société d'une taille plus modeste, mais en fait, dès la taille modeste, en fait, on est obligé de se structurer pour pouvoir rendre des comptes. Et puis, comme on dit dans la famille Mullier, paraît-il, qu'il faut rendre des comptes pour se rendre compte. Et ben, on fait ça en fait assez tôt, et c'est plutôt assez vertueux. Et toi, Paul, de ton côté alors? Alors, moi, je suis pas bien vieux, et c'était ma première expérience de boîte, et je suis en fait très content d'avoir fait venir avec nous des personnes qui ont une vraie expérience, parce qu'en fait, créer une boîte, c'est tout un bazar que en fait on n'imagine pas au début, et on peut commencer avec pas grand chose. Nous on a commencé en créant une auto-entreprise pour pouvoir facturer des clients un minimum proprement et en bricolant par-ci par-là, mais en fait plus on grandit, plus on est confronté à plein de circonstances diverses et variées, et aujourd'hui on se rend compte que c'est compliqué, et en fait être accompagné par des gens, et c'est un vrai plaisir, parce que ça permet de se reposer aussi sur une certaine expertise qui peut être, et même s'il y a plein de gens qui sont toujours très sympa, il ne faut jamais hésiter à aller toquer à des portes. On est souvent plein de bons conseils. Même les banquiers sont de gens de très bons conseils régulièrement. Un investisseur, c'est quelqu'un qui se plonge dans le projet et qui se considère de manière souvent assez rigolote, vraiment comme part du projet et part associé. Et à ce moment-là, il va vraiment être capable d'accompagner.
Et d'ailleurs, j'en profite là-dessus pour dire que c'est l'une des forces de Wilco, je trouve, qui est donc cette structure dont on a parlé au début, qui nous a accompagnés il y a maintenant un an, qui a justement une vraie logique d'accompagnement et qui a par exemple, toujours été là pour nous répondre à nos questions diverses et variées sur toute une tas d'expertises qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'en fait, quand je prends l'exemple de notre société, nous on est 3 ingés, donc ce qui nous amusait c'était les opérations, c'est la partie logistique, le déploiement, etc. Mais la partie RH, financement, marketing, tout ça, on n'y connaît rien. Et on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des gens qui s'y connaissent. Et je trouve que là, on a besoin de s'entourer, et notamment les investisseurs, c'est une très très bonne manière, je trouve, de s'entourer. Merci Pierre. Donc je vous propose qu'on passe à la deuxième phase, parce que là on a vu finalement c'est quoi le lever, pourquoi faut-il lever, dans quelles conditions. Et maintenant on va passer au comment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé effectivement de lever, il va falloir vraisemblablement s'occuper de 2 grands sujets. Le premier, ça va être, il va falloir séduire, ou en tout cas faire en sorte que les investisseurs achètent finalement votre projet de développement pour investir dans la boîte. Donc ça veut dire qu'il va falloir les séduire, les convaincre. Et donc il faut donc comprendre évidemment ce qu'attendent les investisseurs pour pouvoir mettre des sous dans votre aventure. Et ensuite, en parallèle, je dirais, ça veut dire que vous allez rentrer dans un processus qui a un certain nombre d'étapes, qui a une certaine longueur, une certaine durée, dans lequel il va falloir faire des efforts et il va falloir un peu tenir dans la durée pour précisément qu'à l'arrivée, il y ait un ou plusieurs investisseurs qui décident de mettre des sous dans votre entreprise. Donc, je vous propose de nouveau à Patrick de nous dire un petit peu, les investisseurs, ils veulent quoi finalement ? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs attentes auprès des investisseurs que lorsque l'entrepreneur va les rencontrer, il faut se préparer. Bien sûr, c'est ces 4 éléments qu'on a pu rassembler ici, que vous voyez à l'écran. Il y en aura bien d'autres. Mais là, on a essayé de regrouper les principaux sur lesquels chaque investisseur aura à peu près la même analyse. Donc, sur la grille d'analyse, elle est très simple. On va s'attendre à 4 grandes choses, que ce soit le marché, la proposition de valeur, monnaie économique, et l'équipe et le momentum. L'idée, encore une fois, c'est de craquer ces 4 critères pour que l'investisseur soit séduit pour qu'il rentre au capital de la société. Donc si je prends étape par étape, prenons le premier, le marché. Pour qu'un investisseur professionnel et institutionnel soit intéressé par le projet, il faut que vous attaquiez un gros problème. Et le gros problème doit être vraiment énorme. Je prends l'exemple de Blablacar, qui est une start-up qui est passée par Wilco. Ils se sont attaqués au problème du covoiturage, qui était un gros problème, que ce soit dans le monde ou en France en particulier. Là, dans ce cas-là, c'était beaucoup plus facile pour eux de se dire qu'un investisseur pouvait investir, avoir aussi en tête que la start-up, même si elle prenait 10% du marché total, disons 10% de 1 milliard, ça restait quand même un gros marché. Si on prenons l'exemple d'une start-up qui est sur un marché de 10 millions d'euros, déjà, c'est déjà assez difficile pour la start-up pour qu'elle se développe, qu'elle ait des équipes en interne, qu'elle ait des ressources. Capter 10% de 10 millions d'euros de marché, ce n'est pas une opportunité sexy pour un investisseur. Donc dans ce cas-là, pour que l'investisseur soit aussi emmené par l'opportunité pour lui, pour que la startup soit en hyper-croissance, il faut qu'il y croie en cette opportunité de marché. Donc c'est très important que l'opportunité de marché soit énorme et qu'il y a un gros problème difficile, urgent à résoudre, et que vous êtes les seuls à pouvoir proposer une solution intéressante et différenciante. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est plus dans, on va dire, les aspects opérationnels et modèles économiques, comme Pierre a souligné. Il faut qu'on trouve un modèle qui soit assez intéressant pour que ce soit assez viable, que ce soit surtout scalable, parce qu'en fait, il y a plein de solutions qui nécessitent beaucoup de services, mais c'est absolument pas scalable. Si derrière, vous êtes une agence, vous passez du temps à faire que ça, vous ne proposez pas un produit. Du coup, la scalabilité du produit est vraiment un critère vraiment très, très important dans la grille d'analyse d'un investisseur, et c'est vraiment quelque chose qui est regardé. Idem, quand on regarde dans la stratégie commerciale, c'est un des éléments qui est très regardé, c'est votre pipe commercial, comment vous l'attaquez et comment vous le structurez pour que le taux de conversion soit vraiment très haut en fonction de chaque étape. Donc, si je prends le taux de conversion dans un funnel commercial, de la prospection, démo produit et closing jusqu'au client, il faut qu'on comprenne que les étapes sont plutôt fluides et que derrière, vous avez craqué un modèle économique, un funnel commercial qui permet aussi de comprendre que vous donnez quelque chose que vos concurrents n'ont pas. Idem, si on descend encore d'un autre niveau, dans ce que vous proposez, donc la proposition de valeur, c'est quelque chose qui est très, très, très regardé, parce qu'il faut qu'on comprenne le ROI que vous proposez à vos clients. Si le ROI est très faible et qu'il n'y a pas forcément leur faites pas gagner, si je prends le B2B, si vous ne leur faites pas gagner de l'argent ou du temps, c'est vrai que dans ce secteur-là, ce sera moins sexy et du coup, la proposition de valeur sera plus faible. Donc c'est toujours, on reste sur les fondamentaux. Il faut absolument qu'on puisse répondre à ce besoin avec une bonne proposition de valeur et un bon produit en face.
Et derrière, je descends d'un niveau. Comme on est très tôt dans l'aventure d'une société, on reste en early stage, on va miser principalement sur l'équipe. Et l'équipe fait vraiment toute la différence à ce stade. Et quand on dit une équipe compétente et structurante, c'est on va attendre différents spectres de compétences. Comme l'a dit Pierre, il faut que la personne soit une grosse appétence à connaître bien son marché, mais aussi à délivrer sur le marché. On va regarder la capacité d'exécution en 1 an, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que les fondateurs et son équipe ont réussi à faire. Donc ça, c'est des éléments qu'on va regarder. C'est très facile. Quand on est investisseur, on regarde, on fait une rétrospection en arrière, on regarde ce qui s'est passé. Et en 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont réussi à monter un produit. Ils ont vendu à X clients. Et aujourd'hui, ils ont les métriques qu'il faut. Là, ils ont un plan d'attaque sur 18 mois, 36 mois à venir. Et le plan, ils savent exactement comment le dérouler. C'est ces éléments-là qui permettront de faire la différence et pour qu'un investisseur se positionne plus facilement sur une société ou pas. Donc le dernier point, c'est le momentum. Donc disons qu'il y a une réglementation, une loi qui est favorable à vous. Si je prends généralement aujourd'hui, je pense qu'il y a un contexte qui parlera à tout le monde, les tickets de caisse, notamment il y a une loi AGEC qui est passée. Du coup, il y a un contexte favorable pour enlever tous les tickets de caisse au sein des supermarchés ou la restauration rapide. Derrière, plein de startups se sont lancées sur ce sujet. Et du coup, il y a comme une réglementation favorable. C'est quand même un aspect important qui est pris en compte dans la critère d'un investisseur. Donc là, bien sûr, je ne vous ai pas tout mis. Donc là, c'est plutôt les fondamentaux sur lesquels on regarde en tant qu'investisseur. Il y a aussi plein d'autres aspects au-delà de ça, mais je ne pense pas qu'on ait Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un investisseur, il veut tout. Tout avec la même intensité. Je reprends un point qui est super intéressant aussi à savoir, c'est que l'investisseur en question, il a une société de gestion et lui-même, comme il est investisseur, il a levé de l'argent auprès de limited partners, donc c'est des gens qui lui ont confié de l'argent. Et eux aussi, ils ont des attentes envers cette équipe d'équipe de gestion. Et si je prends nos amis investisseurs, et je pense qu'il y en a aussi dans la salle, la plupart des fonds, ils reçoivent au moins 2000 ou 3000 dossiers à l'année. Ils font entre 4 et 10 deals. Donc vous devez vraiment être dans le meilleur pour qu'ils puissent investir dans votre société. Et c'est comme ça que ça marche, généralement. Comme les investisseurs, ils ont un gros taux de sélection, à l'entrée, c'est difficile de se différencier. Et comme si vous arrivez à rassembler toutes ces étapes, tous ces éléments, c'est sûr que ça va jouer plus en votre faveur que votre concurrence. Il faut peut-être préciser que là, tu parles des investisseurs dits professionnels. On parle du venture capital. Les business angels, c'est peut-être un peu plus souple, puisqu'ils investissent un peu plus tôt dans la maturité de la boîte. Mais effectivement, plus vous allez par contre en maturité, plus vous tombez sur des investisseurs structurés, professionnels. Et là, effectivement, les critères qu'évoquait Patrick, les 4 grands critères, c'est sûr qu'ils sont assez, je dirais, stricts sur tous ces éléments. Donc ça, c'est la première chose. Donc avoir en tête, effectivement, qu'est-ce qu'il va falloir vendre, entre guillemets, ou raconter à un investisseur pour qu'il soit séduit par le projet. Et ensuite, on rentre dans le process. Dans le process, il y a 3 grandes étapes. Il y a l'étape de préparation. Ensuite, on appelle l'étape, on va dire, que vous allez voir les investisseurs, qu'on appelle le roadshow dans le jargon. Et la dernière étape, qui est le closing, le pacte d'actionnaires, sur lequel on met tous les termes là, de l'accord entre l'investisseur et la société. Donc, si on reprend les 3 grandes étapes, c'est très simple. Au début, lors de la préparation, vous aurez besoin de 2-3 éléments. Donc, les livrables sur lesquels vous allez présenter votre projet de levée de fonds, que ce soit via un business plan financier et un document de présentation. Et dans le jargon, on appelle ça un pitch deck, qui énumère tous les éléments qu'on a passés à la stade précédente au sein d'un document de présentation qui vous permettra également de le présenter à ces investisseurs pour qu'ils puissent comprendre votre marché, différenciation, produits, etc., et surtout les éléments financiers sur lesquels vous vendez une vision pour qu'ils puissent acheter et qu'ils puissent investir dans la société. Ensuite vient la phase roadshow qui est tout simplement une phase dans laquelle où les investisseurs, en tout cas l'entrepreneur va rencontrer tous les investisseurs qui pourraient être susceptibles d'être intéressés par son projet. Et à la fin, on va dire c'est la contractualisation du projet, en tout cas de levée de fonds, entre l'entrepreneur et les investisseurs. Donc là, c'est comme à la fin d'un achat d'un bien immobilier. À la fin, on a une lettre d'intention. Et l'idée, c'est vraiment de conclure sur la lettre d'intention et de signer et de contractualiser tout ça dans un pacte d'actionnaires. Donc le pacte d'actionnaires réunit tous les termes en termes de clause de gouvernance, clause de liquidité et toutes les autres clauses qui sont apparentes là-dessus, qui permettent de vraiment faire en sorte que l'investisseur soit aligné avec les fondateurs. Et bien sûr, ces éléments sont des éléments qui sont mis d'accord entre l'investisseur et les entrepreneurs.
Merci Patrick. Donc là, Cédric et Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire sur vous, votre vécu, votre expérience, tant sur le volet finalement, comment j'ai réussi à séduire, ou dans ce processus, qu'est-ce qui a été le plus pénible, mettons pour moi, ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos expériences là-dessus? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut évidemment bien se préparer, et l'idéal, c'est quand on a décidé d'aller vers une levée de fonds, c'est aussi de bien être sûr que dans l'équipe, en fait, il y a des gens qui passent peut-être un peu plus de temps sur cette levée de fonds et d'autres qui continuent à développer la société, parce que l'idée, c'est pas non plus de poser le stylo pour aller lever des fonds et de revenir quelques mois après en disant bon allez, on en était où? Non, il faut que ce soit un processus qui soit complètement continu et qu'on ait les ressources nécessaires, ou le temps et le moral et tout qui va avec pour faire ça, et tout le reste en fait. Donc ça, je pense, c'est important. Ensuite, deuxième chose, je pense que c'est important aussi de bien investir dans toute la documentation préalable qu'on fait, donc investir son temps de cerveau aussi dans la qualité des documents pour présenter des choses à des gens qui, comme tu le disais Patrick tout à l'heure, voit énormément de choses, et donc vous avez besoin de sortir du lot. Alors il faut sortir du lot en restant vrai et être dans la vérité, mais il faut quand même trouver des moyens de sortir du lot. Donc ça, je pense, c'est aussi quelque chose qui est assez important, qui paraît un peu basique, mais je pense qu'il a son importance. Et puis voilà, principalement ce que je peux dire. Il y a peut-être d'autres choses qui me viendront. Moi, de mon côté, alors je trouve qu'on a essayé de présenter les choses de manière très rationnelle, très structurée, etc. Mais c'est un vrai mélange, je trouve, comme aventure, d'un mélange de rationnel et d'irrationnel à plein de niveaux différents. C'est-à-dire que bien sûr qu'il faut avoir un vrai plan. Et en fait, lever des fonds pour lever des fonds, je pense que ça marche pas. Alors peut-être que ça marche, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on a fait. Mais il faut savoir pourquoi on veut le faire. Il faut avoir un plan structuré sur les 18 prochains mois. On doit se taper les Excel, je ne dis pas qu'il faut faire des choses qui, à mon avis, ne servent à rien. Donc, des études de marché de 50 pages, ça ne sert à rien, je pense. Mais il faut avoir en tout cas des convictions fortes, des claires et des choses tangibles. C'est-à-dire dire que tout le monde a besoin, dans notre cas, par exemple, d'Almeband, tout le monde a besoin d'une chaise. Ok, c'est intéressant, mais ça ne dit pas grand-chose sur ce qu'on va faire nous. Donc, il faut essayer d'être le plus concret possible et le plus tangible possible. Donc, il y a toute une partie rationnelle qui, effectivement, à créer, mais aussi toute une partie irrationnelle aussi. C'est-à-dire, en fait, on veut aussi synthétiser finalement tout ce bazar d'informations en une histoire qui se veut assez simple et qui peut se comprendre rapidement. Et par exemple, pour donner des exemples très concrets, ça veut dire qu'on va pouvoir construire toute une documentation, des Excel qui sont des BP qui sont souvent détaillés parce qu'ils doivent être robustes, et c'est leur boulot. On va avoir les comptes de la boîte, etc. Donc on va vraiment pouvoir avoir une panoplie de documentation qu'on peut voir en interne parce que c'est une preuve de bonne gestion. Et ça, on va le synthétiser dans, objectivement, un document d'une dizaine de slides qu'on veut souvent assez léger, assez peu riche en mots, mais plutôt graphique, et qui soit une histoire. Et en fait, on va aller voir les gens avec une histoire. Et après, tout le rationnel, c'est ce qui va nous permettre de me dire, en fait, mon histoire, elle est crédible. Donc, je dirais, c'est un vrai mélange de rationnel et d'irrationnel. Et aussi, ce qu'on oublie, c'est que c'est aussi un jeu de, je dirais, à la fois presque de séduction réciproque à plein de niveaux différents. C'est-à-dire, on va rencontrer plein de gens. Il ne faut pas oublier que de part et d'autre, chacun se dit, ce sera sans doute mon associé derrière. C'est-à-dire qu'on a beau passer, comme on le voit là, c'est à peu près bons ordres de grandeur, c'est à peu près 6 mois lorsque ça se goupille pas trop mal. On va beau passer 6 mois à voir les gens dans 5-6 rendez-vous, etc. C'est que le début d'une beaucoup plus longue relation qu'il va y avoir derrière. Donc il faut un côté investisseur, bien sûr, qui pense que ça va être des gens avec qui vont travailler pendant longtemps, mais aussi côté, je dirais, entrepreneur, on va avoir cette réflexion de se dire... lui, ils sont chiants, quoi. On n'a pas envie on se voit mal bosser avec eux, on n'a pas de bon feeling, etc. Donc je trouve que cette étape-là, elle est aussi importante de se rendre compte que c'est aussi un vrai jeu de séduction et de voir avec qui on a envie de travailler un peu plus tard. Ça sera une forme d'associé pour plus tard. Donc on choisit son investisseur en plus. Oui, ça c'est un point que ça, c'est la cerise. Auquel je pense à l'instant, de ne pas hésiter à faire vos propres due deals sur les investisseurs potentiels. Moi, ça nous est arrivé de renoncer finalement à faire entrer un investisseur parce qu'on s'était renseigné sur lui et qu'on n'avait plus envie. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est la cerise sur le gâteau quand on peut en plus choisir ses investisseurs. Ça, c'est effectivement extraordinaire. Il nous reste 5 minutes. Je vous propose éventuellement, si vous avez des questions, de répondre à vos questions, de vous laisser la parole. Si vous souhaitez nous interroger sur ce qu'on a essayé d'évoquer, vous donner un peu une vision, effectivement, je vous en prie. Ok. Alors, je ne sais pas si tout le monde entend. Monsieur demande si effectivement on ne peut pas se faire pousser en dehors de son entreprise
sous, je dirais, le joug d'investisseurs et dans quelles conditions ça pourrait éventuellement se passer? Ouais, je pense qu'en fait, les investisseurs n'ont pas envie de récupérer leur mise, voire un peu plus. Ils ont envie de récupérer beaucoup plus que leur mise, et c'est pour ça que vous les faites venir. Il faut avoir ça en tête dès le début, sinon vous allez au-devant de quelques déceptions. Et ensuite, généralement, quand vous rentrez en relation avec un investisseur, vous avez en fait, vous signez un pacte d'associés, qui prévoit en fait ces liquidités et la façon dont l'histoire doit normalement, idéalement se passer. Donc les choses sont prévues en amont. Mais oui, ils ont envie de sortir. Ce sont avant tout des investisseurs qui ont besoin, à un moment donné, de retrouver de la liquidité. Et pour information, un investisseur prend en général une durée de détention de 5 à 7 ans. La plupart des fonds d'investissement marchent de cette manière. Bien sûr, en cas particulier, il peut y avoir des fonds evergreen, etc. Mais la plupart du temps, pour en tout cas des fonds VC sur les startups, c'est 5 à 7 ans en moyenne. Avec un TRI de? Le TRI, ça dépend de chaque investisseur. Je pense qu'on peut donner des écarts types quand même. Je pense qu'on va mettre entre 5 et 7 quand même. C'est ça, c'est ça. Donc il faut comprendre que quand ils mettent 100 euros, ils attendent 5 à 700 euros à la sortie. C'est ça dont on est en train de parler. Donc ça veut dire que le projet doit aussi être suffisamment sexy pour que l'investisseur imagine qu'il aura la possibilité de récupérer 5 à 7 fois la mise initiale. Sur cet aspect, il faut se rendre compte aussi que cette signature contractuelle avec l'associé, elle est assez intéressante parce qu'on a des intérêts qui sont à la fois convergents, on veut développer la société, mais qui sont assez divergents aussi. Parce que finalement, comme on le dit, un investisseur va vouloir sortir, là où au fond, un entrepreneur, personnellement, on ne sait jamais trop ce qu'on a envie de faire dans 5 ans, c'est très compliqué. Et du coup, il faut couvrir un petit peu ces risques, et chacun essaye un peu de couvrir ses arrières. Donc bien sûr que souvent, les investisseurs vont essayer de faire en sorte de pouvoir se trouver de la liquidité et de demander en tout cas des garanties qui peuvent être plus ou moins fortes de liquidité. Donc de dire on s'engage à ce que dans 7 ans, on essaye de trouver une banque d'affaires qui puisse par exemple essayer de libérer l'investisseur. Mais à contrario, c'est aussi très compliqué pour un investisseur de faire quelque chose sans la volonté des gens qui dirigent l'entreprise. En fait, une boîte, comme on le disait, on investit dans l'équipe. Si l'équipe n'a pas envie de vendre et l'équipe est complètement bloquée au projet, la boîte ne vaut rien non plus. Voilà, ce que Pierre dit, c'est qu'il y a les sous, mais en plus des sous, il y a les conditions qui sont aussi importantes que les sous. Lever, c'est un montant, mais c'est aussi des conditions, notamment effectivement de liquidité, etc. Donc les pactes d'actionnaires peuvent être plus ou moins sympas, c'est-à-dire que votre sortie, effectivement, peut être plus ou moins sympa à l'arrivée selon les clauses que vous aurez négociées ou pas. Et donc, c'est effectivement ce rapport de force ou de séduction qui est avec des investisseurs qui vous permet de signer le meilleur pacte d'associés possible. Je crois qu'il y avait une question là-bas, pardon, monsieur. Si vous voulez vous lever, par contre, parce que pas. Oui. Un certain temps. Alors, je peux vous citer un exemple, Terranexus, qui est passé chez Wilco il y a 10 ans, je pense, qui n'est pas encore sur le marché, puisqu'on parle de mettre un médicament sur un marché. Hein, donc, vous imaginez le cycle. Terranexus a dû lever successivement, coté sur Euronext aujourd'hui. Hein, donc, je pense qu'ils sont à 80 millions d'euros aujourd'hui de levée de fonds. Ils ne font toujours pas un euro de chiffre d'affaires, puisqu'ils ne sont pas sur le marché. Donc c'est de ça dont on parle. On ne parle pas d'une levée de fonds, on parle de levées de fonds successives. Et précisément, nous, notre job vis-à-vis de boîtes comme ça, c'est de les accompagner à faire les premiers milestones, je dirais, pour créer les conditions de la levée d'après, qui elle-même sera suivie d'une levée d'après, etc., etc. Bref, on est là sur les sujets les plus aventureux au bon sens du terme, en tout cas les plus risqués sur le plan du rapport capital-risque, pour le coup. Et donc, ce n'est pas une levée dont on parle, mais c'est de plein de levées de fonds successives. Et c'est du temps long, c'est-à-dire au moins 10 ans. Ah ben si, et vous faites quoi? D'accord, mais vous êtes investisseur ou vous êtes... Ah, d'accord, qui s'intéresse pour investir, vous voulez dire? D'accord, ok. Alors vous avez aussi, d'ailleurs, au titre des biotech, pour ceux qui s'intéressent à la biotech, il y a une association qui s'appelle France Biotech, dont le président est précisément Franck Mouton, qui est le patron de Terranexus, et donc qui s'occupe effectivement, sur le plan un peu plus systémique, de tous les enjeux de financement des boîtes biotech, qui est mieux qu'il y a 10 ans en France, je dirais, mais qui n'est pas si simple que ça, objectivement. Hein. Et il y a aussi beaucoup d'appelés et pas beaucoup d'élus, évidemment. Je vous en prie. Et essayez de parler fort ou de vous lever, parce que time out, on nous dit, mais je ne comprends pas l'anglais. Donc.
Ça dépend fondamentalement de la répartition des parts, enfin de la cession de parts que vous allez faire sur une ou plusieurs levées. On a effectivement des histoires d'entrepreneurs dans lesquelles, pour des raisons diverses, on fait une première levée de fonds, on est obligé d'en faire une deuxième, ça ne se passe pas comme prévu. Les investisseurs veulent bien remettre au pot, mais en général, dans ces cas-là, si vous faites plusieurs levées de fonds, déjà, il faut arriver à les faire, ce qui n'est pas gagné, puisqu'il faut quand même convaincre des investisseurs qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on devait faire et qu'il faut encore remettre au pot. Donc forcément, la contrepartie, vous imaginez bien que c'est peut-être votre place dans l'entreprise. Je vous en prie, la dernière, parce que là, je pense qu'on va se faire évacuer de force. Après, vous pouvez venir nous voir et discuter. Hein, non, enfin... En tout cas, je pense que Pierre et Cédric, ils souhaitaient garder la majorité de l'entreprise. Oui, c'est ça, ça peut arriver si la levée de fonds est colossale, s'il y a besoin, ou si, au fur et à mesure des levées de fonds. Mais d'habitude, on cède une partie du capital contre le tour de table. Donc non, et pas dans un premier temps. Justement, sur le sujet, les fonds d'investissement en capital risque, eux, leur modèle économique, c'est de prendre des prises de participation minoritaires, contrairement à d'autres fonds. L'idée, c'est pas non plus de faire à la place de l'entrepreneur, mais c'est vraiment être en minoritaire et d'aider les entreprises. Ça, je pense que c'est un point très important. Les investisseurs en capital ne cherchent pas à piloter une boîte. Hein. Ça ne les intéresse pas. Hein. Donc, s'ils en arrivent au fait que pour que la boîte se redresse ou qu'elle aille dans la direction qu'ils considèrent dans laquelle elle doit aller, ils doivent prendre la majorité du capital, ils le font, mais ça ne les intéresse pas à la base. Ils préfèrent largement avoir 20% d'une boîte qui se développe et récupérer, faire x5, x7 x5 ou x7 au bout de 7 ans, qu'être obligé de refaire des augmentations de capital alors que ce n'est pas prévu dans leur ligne, de prendre éventuellement temporairement, de virer le dirigeant pour en mettre un autre. Enfin, ça se passe, hein, mais ça ne les intéresse pas du tout à la base. Si ils en arrivent là, c'est que vraisemblablement, j'allais dire, vous n'avez pas été au rendez-vous sur ce que vous avez vendu. Et là, on a des investisseurs qui sont spécialisés là-dessus. C'est du coup des investissements en capital restructuration, mais c'est une autre catégorie encore. Oui, alors je pense que là, vraiment, on va se faire... Voilà, merci à tous en tout cas.